Je ne m'attendais pas à ce coup de téléphone. Pas un bonjour, pas un « comment tu vas ?» rien. Juste cette voix arrogante, grinçante, de mon beau-père Gérard, comme une mauvaise nouvelle en elle-même. Il a dit, d'un ton froid, presque satisfait. J'ai vendu la maison. Les nouveaux propriétaires arrivent demain. Tu dégages ce soir. Je suis restée figée. Pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je m'y attendais. Depuis la mort de ma mère, Gérard n'a cessé de me faire sentir que je n'étais qu'une invitée chez moi. Une intruse. Alors vendre la maison sans prévenir ? C'était dans ses cordes. Ce qui m'a surprise, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il ne savait pas. J'ai simplement répondu. Intéressant. Bon courage alors. Et j'ai raccroché. Je suis restée là, seule dans le salon, avec un mélange étrange de colère et de calme glacial. J'aurais dû paniquer. J'aurais dû crier. Mais non. Mon cœur battait vite, oui, mais j'avais un plan. Pas un grand plan d'action, pas encore. Mais un souvenir. Une enveloppe. Un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis 2 ans. Je suis allée jusqu'à la vieille commode dans la chambre de ma mère. Celle qu'il avait voulu jeter, mais que j'avais refusé de laisser partir. Et dans le dernier tiroir, sous des carnets de croquis et des lettres jaunies, elle était toujours là. L'enveloppe avec mon nom écrit à la main. D'une écriture tremblante, mais claire. À ouvrir si Gérard dépasse les limites. C'était le moment. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, le testament. Officiel. Signé. Légalement enregistré. Et noir sur blanc, la maison m'a été léguée en intégralité. Il y avait même une clause spécifique, en aucun cas, la maison ne peut être vendue sans l'accord écrit de Maya. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai souri. Pas un sourire joyeux. Un sourire de revanche silencieuse. Il venait de vendre une maison qui ne lui appartenait pas. Il croyait m'avoir réduite au silence. Mais il avait déclenché la seule chose qu'il aurait dû craindre, ma détermination. Je savais que le lendemain allait être long. Que je ne devais rien précipiter. Il fallait que tout soit parfait. Légal. Propre. Mais surtout, définitif. Je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé un thé, et je me suis mise au travail. J'ai scanné les documents, commencé à prendre des notes, cherché le contact de Maître Lévy, le notaire de ma mère. Demain, ce ne serait pas moi qu'on mettrait à la porte. Ce serait lui qu'on confronterait à sa propre ignorance. Et cette fois, je ne resterai plus silencieuse. Quand j'avais 20 ans, juste avant que ma mère ne parte pour de bon, elle m'a tendu une enveloppe. Elle avait ce regard grave, celui qu'on reconnaît quand on sait que le temps est compté. Elle m'a dit doucement. Tu n'ouvres ça que si Gérard va trop loin. Tu comprendras quand ce sera le moment. À l'époque, j'étais perdue, brisée. Alors j'ai rangé l'enveloppe dans un tiroir, pensant naïvement que je n'aurais jamais à l'ouvrir. Mais ce soir-là, après ce fameux coup de fil où Gérard m'a annoncé avoir vendu ma maison, j'ai compris que c'était ce moment-là. Il avait enfin franchi la ligne. Et quand j'ai ouvert cette enveloppe, tout a basculé. Le document à l'intérieur était clair, précis, irréfutable. Ma mère m'avait légué l'intégralité de la maison. Et ce n'était pas tout. Il y avait une clause qui me protégeait spécifiquement. En cas de tentative de vente ou de transfert sans l'accord écrit de ma fille Maya, la transaction sera juridiquement invalide. Autrement dit, Gérard venait de vendre une maison qu'il ne possédait pas. Et le plus ironique ? Il n'avait jamais pris la peine de lire le testament. Trop sûr de lui. Trop arrogant pour imaginer que ma mère ait pu penser à me protéger. J'ai pris une grande inspiration. J'étais encore tremblante, pas de peur, mais de rage contenue. Il avait osé. Il m'avait fait passer pour une parasite pendant 2 ans, me répétant que je devais être reconnaissante de pouvoir dormir sous son toit. Alors qu'en réalité, ce toit m'appartenait. J'ai scanné tous les papiers, pris des photos, noté chaque ligne importante. Puis j'ai appelé le notaire que ma mère avait mentionné dans une ancienne lettre, Maître Lévy. Il a répondu après 3 sonneries. Je me suis présentée, et il a immédiatement compris.
Vous avez enfin ouvert le testament, a-t-il soufflé. Il m'a demandé de lui envoyer une copie. À peine 10 minutes plus tard, il me rappelait. Maya, ce document est toujours valable. Gérard n'a aucun droit sur cette maison. S'il a tenté de la vendre, il est en infraction complète. Je suis restée là, bouche bée. C'était réel. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas impuissante. Mais je n'allais pas m'emballer trop vite. Ce n'était pas encore le moment de foncer tête baissée. Je devais être plus maligne que lui. Alors j'ai décidé de ne rien dire. Pas tout de suite. Il devait penser qu'il avait gagné. Je voulais qu'il soit sûr, confiant, convaincu d'avoir écrasé la petite héritière naïve. Parce que le moment où il tomberait de bien plus haut. Et je serais là pour le regarder s'écraser. Le lendemain, je suis sortie tôt. J'avais à peine dormi, mais l'adrénaline tenait mon corps éveillé. Cette fois, je n'étais pas juste une victime silencieuse. J'étais une femme qui allait reprendre ce qui lui appartenait et démasquer un imposteur arrogant au passage. Ma première destination, l'agence immobilière qui avait géré la vente de ma maison. Je me suis présentée calmement, avec un léger sourire, et j'ai demandé à parler au responsable de la transaction. L'agent chargé du dossier, un homme d'une quarantaine d'années, m'a accueilli avec un air faussement aimable. Il ne savait pas encore dans quoi il venait de mettre les pieds. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes une acheteuse potentielle? Non. Je suis Maya. La propriétaire de la maison que vous avez vendue sans mon accord. Un blanc. Léger. Mais suffisant. Il s'est figé. Je lui ai tendu une copie du testament et la clause spécifique. J'ai ajouté calmement. Ce que vous avez validé est une transaction illégale. Mon beau-père vous a présenté des documents falsifiés. Il n'avait aucun droit de vendre. Il a blêmi. Définitivement. Il s'est mis à bafouiller des excuses, disant qu'il avait cru que Gérard était le seul héritier, que tous les documents semblaient en ordre. Mais je sentais le malaise, la peur sous ses mots. Il savait qu'il était dans la ligne de mire d'une plainte sérieuse. Je n'étais pas venue pour m'énerver. J'étais venue pour récolter. Alors j'ai demandé une copie complète du dossier de vente. Tous les papiers que Gérard leur avait fournis. Et je les ai obtenus. En feuilletant les documents, j'ai reconnu certains détails, la signature de ma mère, fausse. Une autorisation soi-disant émise par moi, avec une orthographe approximative de mon nom. Fausse. Un acte de succession qui omettait volontairement mon existence. Encore faux. Gérard n'avait même pas essayé de rendre ça crédible. Il avait juste compté sur l'ignorance et le fait que je n'oserais jamais rien dire. Je suis sortie de là avec un dossier complet entre les mains. Preuves, scan, documents signés. Il pensait m'avoir fait taire, mais il m'avait donné les armes. Mais ce n'est pas tout. En rentrant, j'ai reçu un message d'un cousin éloigné. Un de ceux qui n'avait jamais pris ma défense depuis la mort de ma mère. Il m'a écrit. Gérard m'a dit qu'il avait vendu la maison pour t'apprendre la vie. Il est à Rome avec une femme. Il s'en vante. Rome. Avec l'argent de ma maison. Là, j'ai compris. Ce n'était pas juste une vente. C'était une vengeance. Un moyen de m'humilier. De me détruire une bonne fois pour toutes. Mais il ne savait pas une chose. C'est que cette fois, ce serait moi qui le ferais redescendre au point le lendemain matin. Il faisait un soleil radieux, ce genre de matinée calme, presque ironique, quand on sait qu'une tempête approche. J'ai entendu des portières claquer dans l'allée. Des voix enthousiastes, un moteur de camion de déménagement encore allumé. Ils étaient là. Les nouveaux propriétaires. Je me suis levée, j'ai ajusté mon sweat et j'ai ouvert la porte d'entrée. Devant moi, un couple d'une quarantaine d'années, souriant, suivi d'un adolescent qui traînait des pieds. Derrière eux, 2 déménageurs déchargeaient des cartons déjà étiquetés, salon, chambre principale, cuisine. Ils s'apprêtaient à s'installer, dans ma maison. Et bonjour. On est les nouveaux propriétaires. Gérard nous a dit que tout serait vide. Vous êtes la locataire? Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai observé leur visage. Ils n'étaient pas méchants. Juste, dupés. Alors j'ai répondu calmement, sans agressivité. En réalité, c'est moi la propriétaire. Et cette maison ne pouvait pas être vendue. Le mari a froncé les sourcils. La femme a immédiatement sorti son téléphone, nerveuse. L'ambiance est devenue tendue en quelques secondes. Je leur ai proposé d'entrer. Pas pour les piéger, mais pour leur expliquer. Sur la table du salon, j'avais préparé les copies du testament, la clause légale, la preuve notariée. Je leur ai tout montré. Je suis désolée pour vous. Vraiment. Mais Gérard n'avait aucun droit de vendre. Il vous a escroqué. Ils sont restés sans voix pendant un long moment. Le mari a fini par dire. On a versé plus de 80 000 € d'acompte. Je leur ai montré les fausses signatures, les documents falsifiés. L'escroquerie était totale. Et maintenant, ils étaient autant victimes que moi. La femme, qui jusque-là était restée très calme, s'est effondrée en larmes. On a vendu notre appartement, pour ça. Ils nous avaient juré que tout était légal. Je les ai regardés, sincèrement désolée. Et j'ai dit. Si vous voulez, on porte plainte ensemble. Contre lui. Moi, je suis déjà en train de monter le dossier. Le mari a immédiatement accepté. Son regard n'était plus triste, mais glacé. Il avait la rage. Une rage que je connaissais trop bien. Ils ont appelé leur avocat. Puis ils ont annulé la livraison des meubles. Les déménageurs sont repartis avec les cartons. Et moi, je me suis retrouvée là, dans l'encadrement de la porte, avec cette sensation étrange de victoire froide. Ils pensaient m'éjecter de chez moi. Mais au lieu de ça, ils venaient de recruter mes premiers alliés. Et devinez quoi ? Ces alliés avaient perdu 80 000 € à cause de lui. Ils allaient vouloir justice. Autant que moi. Peut-être même plus. Il est arrivé comme une tornade. Même par un coup de fil, même par un message. Gérard a débarqué avec fracas, pile au moment où le couple d'acheteurs s'apprêtait à monter dans leur voiture. Il a freiné sec devant la maison et en est sorti en furie, claquant la portière si fort qu'elle a failli rebondir. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Il a hurlé ça en me fusillant du regard, ignorant totalement les acheteurs et fonçant droit vers moi. Il était rouge de colère, bouillonnant, prêt à exploser. Il pensait probablement me trouver en pleurs, valise à la main. À la place, j'étais droite, calme, et pas seule. Tu te fous de moi, Maya ? Tu te prends pour qui ? Cette maison est vendue. C'est là que je me suis tournée vers le notaire, Maître Lévy, qui était assis dans le salon depuis 10 minutes, discret comme une ombre, mais prêt à bondir. Le notaire s'est levé et a déclaré d'une voix ferme. Monsieur Gérard, vous avez procédé à une vente illégale. Je suis ici pour vous en informer officiellement. Maya est la seule propriétaire légale de ce bien, comme l'atteste le testament de feu votre épouse. Silence. Un silence lourd. Saignant. Les acheteurs, eux, ne bougeaient plus. Le mari, bras croisés, fixait Gérard comme s'il allait lui sauter à la gorge à la moindre provocation. Gérard a cligné des yeux, 1, 2 fois. Puis il a ri. Un rire sec, nerveux, presque théâtral. Du bluff. Elle vous paie combien pour cette petite mise en scène ? Alors, je me suis avancée et j'ai posé le testament directement dans ses mains. Lis la clause. C'est écrit noir sur blanc. Il a lu. Puis relu. Et là, son visage a changé. Le rouge est parti. Il est devenu blême. Vraiment blême. Il venait de comprendre. Mais je n'avais pas terminé. J'ai sorti mon téléphone. Enregistré depuis longtemps, prêt à être diffusé, un extrait audio où il se vantait au téléphone avec un cousin d'avoir foutu Maya à la porte, où il disait qu'il allait enfin se débarrasser de cette gamine ingrate. Je l'ai diffusé devant tout le monde. Son visage s'est crispé. « Vous êtes folle » a-t-il murmuré. Non. Juste informé. Et bien entouré. À ce moment précis, la femme du couple d'acheteurs a sorti son propre téléphone et a commencé à filmer.
On veut garder des preuves pour notre avocat. Continuez, s'il vous plaît, a-t-elle dit avec une pointe de sarcasme. Maître Lévy, lui, a posé un dossier officiel sur la table. Plainte déposée. Vente contestée. Révocation de la transaction demandée. Gérard a compris. Il était fini. Et moi, je me suis tournée vers lui une dernière fois et j'ai dit. Tu voulais me mettre à la rue ? Tu viens de te jeter dans un tribunal. Et pour la première fois depuis des années, il n'a rien trouvé à répondre. Les murs du tribunal étaient froids, mais pas autant que le regard que je lançais à Gérard lorsqu'on s'est retrouvés face à face. Ce jour-là, il n'avait plus cette arrogance habituelle. Plus de costard 3 pièces ni de sourire méprisant. Juste un homme fatigué, piégé dans ses propres manigances. L'audience commence. La juge appelle notre affaire. Le silence se fait immédiatement dans la salle. Mon avocat, Maître Kessler, se lève avec une aisance impressionnante. Il commence par exposer les faits, la fausse vente, l'expulsion illégale, les documents falsifiés, et surtout, le testament de ma mère. Celui que Gérard avait volontairement oublié de mentionner. Puis, vient le tour de l'enregistrement audio. La juge demande s'il est admissible. Mon avocat répond avec calme. L'enregistrement a été réalisé sur un téléphone personnel, par la victime elle-même, dans un cadre privé. Il démontre une intention frauduleuse. On lance le son. La voix de Gérard, bien reconnaissable, résonne dans la salle. J'ai enfin viré cette petite ingrate. Je vais pouvoir vendre la baraque tranquille. Elle ne mérite rien. Les gens dans la salle se regardent, choqués. La juge, elle, garde un visage neutre, mais elle note beaucoup. Gérard tente de se défendre. Il bafouille, invente une histoire sur un montage, puis accuse une mauvaise interprétation. Mais tout le monde voit clair dans son jeu. Même son propre avocat semble s'éloigner doucement de lui, comme s'il savait que l'affaire était déjà perdue. Puis arrive le coup de grâce. Je présente les relevés bancaires. Gérard avait encaissé l'acompte des acheteurs, mais avait immédiatement transféré les fonds vers un compte offshore au Luxembourg. Illégal. Injustifiable. Implacable. La juge lève enfin les yeux et déclare. Monsieur Gérard, les éléments présentés prouvent que vous avez sciemment dissimulé un testament légal, falsifié des documents pour vendre un bien ne vous appartenant pas, et tenté d'expulser de manière abusive la propriétaire légitime. Silence. Puis, la sentence tombe. La vente est annulée. Le bien est restitué à Madame Maya. Une enquête pour escroquerie aggravée est ouverte à votre encontre. Vous êtes interdit de gestion de biens immobiliers jusqu'à nouvel ordre. Gérard s'écroule sur sa chaise. Littéralement. La juge quitte la salle. Moi, je me tourne vers lui, et je murmure. Tu voulais me vendre comme un meuble. Aujourd'hui, c'est toi qui es mis aux enchères, devant la justice. Mais ce n'était pas fini. Parce que ce que j'avais découvert après le procès, ce que je m'apprêtais à révéler dans le prochain chapitre, allait le détruire définitivement. Le procès venait à peine de se terminer que déjà une autre vérité menaçait d'émerger. Je croyais avoir tout découvert sur Gérard. Mais c'est en retournant dans la maison familiale, celle qu'il avait tenté de me voler, que j'ai compris que la partie la plus sombre de l'histoire ne faisait que commencer. Tout a commencé avec le grenier. Je n'y étais pas remonté depuis la mort de ma mère. Poussiéreux, encombré, l'endroit était rempli de vieilles malles, de souvenirs oubliés, et d'un coffre en métal rouillé, glissé sous une trappe dissimulée derrière une armoire cassée. Je n'avais jamais vu ce coffre. Il n'était mentionné nulle part. Et pourtant, il portait une étiquette écrite à la main. À n'ouvrir qu'en cas d'extrême trahison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai forcé la serrure. À l'intérieur, il y avait des lettres manuscrites écrites par ma mère, adressées à moi, datées de plusieurs années avant sa mort. Des photos compromettantes de Gérard avec une femme et un enfant. Ni ma mère. Ni moi. Une copie originale de son premier testament, bien plus ancien, où elle léguait l'intégralité de ses biens à une association avant de le modifier pour me tout confier. Et tout en bas du coffre, dans une enveloppe scellée, une déclaration notariale.
Ce document expliquait noir sur blanc que Gérard avait forcé ma mère à changer son testament sous pression morale, en profitant de sa maladie. Il y avait même une lettre d'un médecin expliquant que ma mère n'était plus totalement lucide à la date de la signature finale, ce qui pouvait rendre ce testament nul. En un instant, je compris ce que Gérard avait fait. Non seulement il m'avait trahi, mais il avait aussi effacé une partie de la volonté de ma mère pour mieux s'enrichir. Mais alors, pourquoi ce coffre était-il encore là? Pourquoi ne l'avait-il pas détruit? La réponse m'a été donnée par la dernière ligne d'une des lettres de ma mère. Ce que Gérard craint plus que tout, ce n'est pas la prison, c'est que tu saches enfin pourquoi il t'a toujours détesté. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas qu'une histoire d'argent. C'était personnel. Viscéral. Gérard avait un secret enfoui, un que je m'étais juré de découvrir. Et ce que j'allais apprendre allait faire exploser toute l'image de famille qu'il avait construite. Parce que parfois, ce ne sont pas les trahisons d'un étranger qui font le plus de mal. Mais les vérités qu'on nous cache depuis l'enfance. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai lu et relu les lettres de ma mère, tenté de recoller les morceaux. Ce coffre, c'était plus qu'un avertissement. C'était un legs, un appel à la vérité. Et cette vérité allait changer tout ce que je pensais savoir sur mon passé. Le lendemain matin, j'ai décidé de retrouver la femme présente sur les photos. Elle apparaissait à plusieurs reprises, aux côtés de Gérard, toujours dans des lieux différents, toujours en cachette. L'enfant, lui, devait avoir environ 8 ans sur les clichés. Ce n'était clairement pas un neveu. Il avait les mêmes yeux que Gérard. Grâce à l'adresse d'un vieil hôtel griffonné à l'arrière d'une photo, j'ai retrouvé la trace de la femme. Elle s'appelait Léna, et ce qu'elle m'a révélé m'a figé sur place. Elle m'a accueilli en silence, comme si elle savait que ce moment finirait par arriver. D'une voix calme, elle m'a dit : « Gérard m'a promis qu'il quitterait ta mère. Qu'il reconstruirait tout avec moi. Il ne l'a jamais fait. Il disait que c'était pour toi. Que tu serais brisé si tu découvrais tout. » Puis, elle m'a montré un acte de naissance. Le nom du père, Gérard. Le nom de la mère, Léna. Et celui de l'enfant ? Arthur. 17 ans aujourd'hui. Mon père avait un autre enfant. Et toute ma vie, il m'avait accusé d'être un fardeau, une honte, alors qu'en parallèle, il avait fondé une seconde famille dans l'ombre. Mais là où tout a basculé, c'est quand Léna a sorti une autre enveloppe. Elle contenait une lettre de ma mère. Oui, encore une. Adressée à Léna, et postée quelques mois avant son décès. Je sais ce que Gérard vous cache. Il ne vous a pas dit la vérité sur la naissance d'Arthur. S'il m'arrive quoi que ce soit, donnez cette lettre à ma fille. Elle mérite de savoir. J'ai lu cette lettre, tremblante. Et ce que j'y ai trouvé a fait exploser tout ce que je pensais savoir. Car ma mère y révélait un fait que même Gérard ignorait peut-être. À l'époque de la conception d'Arthur, elle soupçonnait une substitution de test ADN orchestrée par Gérard lui-même pour cacher une chose terrible, il ne voulait pas que ce garçon soit officiellement son héritier. Parce que tout ce qu'il possédait, il comptait bien me le reprendre. Ce chapitre-là n'était pas juste une histoire de double vie. C'était une guerre d'héritage souterraine. Une bataille entre mensonges et silence. Et j'étais en train de mettre le doigt sur la mèche d'une bombe familiale prête à exploser. Et croyez-moi, le pire restait à venir. Après toutes ces révélations, la maison que j'avais toujours appelée maison avait pris un nouveau sens. Ce n'était plus seulement un toit, mais le symbole de toute une vie qu'on avait tenté de me voler. Mais cette fois, je n'étais plus la victime silencieuse. J'ai décidé que chaque pièce allait raconter une nouvelle histoire, la mienne. J'ai commencé par enlever tous les objets, les vieux meubles que Gérard avait entassés pour cacher les souvenirs de ma mère. J'ai repeint les murs, choisi des couleurs claires, lumineuses, comme une renaissance. Je ne voulais plus de fantômes. Je voulais de la lumière. Dans une pièce, j'ai installé un bureau. Pas pour travailler comme avant, mais pour créer un espace d'aide juridique gratuite. Je voulais offrir à d'autres femmes ce que j'avais cherché désespérément, une voix, un soutien, une force. Petit à petit, mes amis et même les nouveaux acheteurs m'ont rejoint dans ce projet. Ils m'apportaient du mobilier, des conseils, leur énergie.
L'ancienne maison s'est transformée en un lieu de solidarité. J'ai même reçu un coup de fil inattendu, un journaliste local avait entendu parler de mon combat. Il voulait faire un reportage, pour montrer qu'on pouvait, malgré les trahisons, se relever. Mais le plus touchant, c'est quand, un soir, en posant une photo de ma mère sur la cheminée, je me suis surprise à sourire vraiment. Ce sourire qui dit « J'ai gagné ». Gérard avait essayé de m'écraser, de me faire disparaître. Mais aujourd'hui, je reprenais ma place. Plus forte, plus consciente. Et ce n'était que le début. Parce que parfois, pour reconstruire, il faut d'abord détruire ce qui nous retient. Et la maison, cette maison, était enfin ma maison. Le combat ne s'est pas arrêté à la maison. En réalité, c'était juste le début. Gérard, humilié, n'avait pas dit son dernier mot. Il a commencé à me harceler, par messages, appels anonymes, même des menaces voilées. Il voulait me faire peur, me faire reculer. Mais je savais qu'il était désespéré. J'ai décidé de prendre les devants. J'ai contacté les autorités. Porté plainte pour harcèlement. Et j'ai renforcé ma sécurité, installant des caméras autour de la maison, alertant mes proches. Mais surtout, j'ai fait quelque chose que Gérard n'attendait pas, j'ai tendu la main à Arthur, ce fils caché dont je venais de découvrir l'existence. J'ai commencé à lui écrire, d'abord timidement, puis avec plus de franchise. Je voulais qu'il sache la vérité, qu'il ne soit pas une arme dans ce jeu sordide. À ma grande surprise, il a répondu. Il ignorait tout des manigances de son père. Il se sentait lui aussi trahi, perdu. Peu à peu, on a construit un lien fragile, mais sincère. Et puis, est venu le jour où Gérard a reçu une convocation officielle, non seulement pour la fraude immobilière, mais aussi pour une enquête approfondie sur ses autres affaires. Sa vie de façade commençait à s'effondrer. J'ai senti que le vent tournait définitivement. J'avais repris ma maison, mes droits, et gagné un allié inattendu. Ce qui avait commencé comme une trahison familiale s'était transformé en une leçon de force, de résilience et de vérité. Et moi, j'étais prête à affronter tout ce que l'avenir me réservait. Parce que parfois, la vraie victoire, ce n'est pas de détruire l'autre. C'est de reconstruire, plus haut, plus fort, ensemble. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions, de confrontations, mais aussi de guérison. Gérard, désormais écrasé par les procédures judiciaires, a peu à peu disparu de ma vie. Ces tentatives pour me déstabiliser se sont transformées en plaintes classées sans suite. Il ne restait plus que le silence. Mais ce silence, je ne l'ai pas rempli seul. Arthur, ce frère que je ne connaissais pas, est devenu un allié précieux. Ensemble, nous avons découvert des pans cachés de notre histoire familiale, des secrets que Gérard voulait garder enfouis à jamais. Nous avons appris à nous faire confiance, à reconstruire ce que notre père avait voulu détruire. La maison, elle, est devenue bien plus qu'un lieu. C'est devenu un refuge, un symbole de renaissance. J'y ai organisé des réunions, des ateliers pour aider d'autres personnes victimes d'injustice, comme moi. La douleur s'est transformée en force collective. Un jour, en regardant par la fenêtre, j'ai pensé à ma mère. À sa force, à son courage. Elle avait préparé tout ça, même après sa mort. Elle avait anticipé les pires coups et m'avait laissé les clés pour me défendre. Et j'ai souri, vraiment. Parce que j'avais gagné. Gérard ne m'avait pas seulement sous-estimé. Il avait réveillé en moi une détermination que je ne soupçonnais pas. Aujourd'hui, cette maison est à moi. Et plus jamais personne ne me fera sentir que je n'ai pas ma place. Parce que parfois, ce sont les épreuves les plus dures qui révèlent la vraie force qui sommeille en nous. Et la mienne, elle était bien plus grande que je ne l'aurais cru. Cette histoire, c'est celle d'une revanche, d'un combat, mais surtout d'une renaissance. La mienne.